Bien, merci. Désolé pour ce petit Frédéric. incident technique. Donc, on va voir dans un premier temps le rôle de l'État, ensuite l'organisation territoriale, qui sont deux sujets absolument éminents de la réforme. Alors, on assiste trois points pour ce rôle de l'État. Euh, alors qu'on était dans un système où le rôle de l'État était assez cantonné, on assiste depuis 30 ans à une étatisation rampante et accélérée depuis une quinzaine d'années de ce qu'on appelle la gouvernance, c'est-à-dire de ceux qui pilotent. Et vous avez pu vous en apercevoir dans vos établissements. La triple transition change la donne, le rôle de l'État dans le nouveau modèle. Alors, évidemment, je prends quelques éléments sur chaque point pour être rapide. Cette étatisation, elle a été légiférée, hein. Elle a pris le point de départ euh, que l'on peut prendre, ce sont les ordonnances d'Alain Juppé qui avaient pour but de mettre la gouvernance du budget de la sécurité sociale calée selon celle de la loi de finances. L'idée, c'était de dire que les dépenses sociales augmentaient beaucoup, devenaient des dépenses publiques très importantes, donc il fallait que l'État ait son mot à dire, et plus que son mot à dire, mais pilote finalement ses dépenses de la même façon qu'il pilote les dépenses de l'État. Donc il y a une reprise en main des dépenses sociales qui représente une part croissante, vote par le Parlement des orientations budgétaires qui ne sont que des objectifs de dépenses et non des crédits limitatifs. Mais il y a aussi eu une étatisation de la gouvernance de la sécurité sociale dont Hubert parlait, qui n'a jamais été, qui a toujours été sous la tutelle de l'État, mais cette tutelle s'est renforcée avec notamment la création des ARH puis des ARS. Je rappelle dans les ordonnances, les ARH sous la forme d'un groupement d'intérêt public entre l'État et des organismes d'assurance maladie, dont au moins la Caisse régionale d'assurance maladie et l'Union régionale des caisses d'assurance maladie. Ça n'étonne personne, mais en fait, l'État a absorbé une partie de l'assurance maladie qui est le niveau régional. Donc on a coupé le tronc de l'assurance maladie. Il y a une tête toujours très centralisée et forte qui est la CNAMS, mais en fait, il y a pas de tronc. Et puis, il y a des CEPAM qui sont une ressource très, très riche, mais très sous-exploitée du fait de ce changement-là. Il y a une accélération ensuite avec la loi HPST. On pourrait parler des autres lois de 2004 et 2016, mais cette loi HPST qui est très conséquente en volume, 4 titres, 133 articles, 310 textes d'application. Je ferai une petite comparaison avec les ordonnances de Bray tout à l'heure pour vous montrer que ce n'est pas la quantité forcément d'une loi qui compte, mais en tout cas, elle était substantielle en volume. Elle avait comme objectif le regroupement de tous les pouvoirs entre les mains de l'État avec la création des ARS et sur une seule personne, parce que les ARS sont déjà une déconcentration de l'État qui recentralise, mais au sein de l'ARS, il faut savoir que l'exécutif, c'est une personne. Hein. Seul le directeur général a tout pouvoir sur la chose. Directeur général nommé par euh, chef de l'État, qui en est l'organe exécutif. Avant l'ARS, le pouvoir était dans les préfectures avec les DRAS et les DAS pour le médico-social, à l'assurance maladie pour la médecine de ville, dans les ARH pour l'hospitalisation. Donc on a bien recentré. C'est une volonté politique. Pourquoi c'est une volonté politique? C'est avec le sentiment tout à fait sincère qu'on allait évidemment mieux piloter les dépenses à partir du moment où il n'y a qu'un seul chef et le chef c'est moi. Bon, donc ce sentiment, cette solution de facilité qu'on retrouve beaucoup chez les politiques, mais qui est comme souvent dans ces solutions de facilité une fausse bonne idée. Création des ARS, c'est une déconcentration de l'État, c'est pas une décentralisation. C'est une déconcentration, c'est toujours l'État qui pilote, mais on représente l'État dans un organe déconcentré en région, au département. Recentralisation du pouvoir et marginalisation de la démocratie sociale et sanitaire. Quand on veut qu'un seul chef, il n'y a qu'un seul chef. C'est-à-dire que le modèle de 45 qui était de dire je veux que la Sécu soit pilotée par les citoyens, pour les citoyens, avec les citoyens, sous forme du régime paritaire, évidemment, tout ça disparaît, même si on en garde juste l'habillage. L'hôpital public n'a pas échappé à ce mouvement de reconcentration et on va dire de technocratisation, si on peut dire ça comme ça, renforcement du rôle du directeur et du directoire dans la stratégie, la gestion et la direction. Le chef de service, j'avais un peu oublié ça, devient, c'est dans la loi, un responsable de structure interne. Donc vous voyez, la façon de démonétiser le pouvoir, ben, vous n'êtes plus chef de service, vous êtes responsable de structure interne. Évidemment, je change un peu la donne. Qui était la volonté de recentraliser la gestion des ressources à un cran au-dessus et dans les mains d'un seul, qui est l'administrateur.
Création, et c'est pas propre à ceux qui ont fait cette loi, puisque ça n'a pas été remis en cause par le spectre politique, et on a eu à peu près tous les partis politiques, en tout cas centre-gauche, centre-droit. La création d'un comité de suivi de la réforme de la gouvernance des hôpitaux, ça j'ai noté ça, mais qui n'a jamais été réalisé. C'est dommage, parce que je pense que sinon on aurait peut-être dans le bilan vu que c'était pas forcément une bonne évolution. Juste un rappel, c'est que c'est pas le modèle français originel. On me dit, ah, mais c'est comme... Non, non, le modèle français originel, il est avec une assurance maladie opérant à partir d'une délégation de service public de l'État sous forme d'un contrat d'objectifs et de gestion, piloté par un exécutif, contrôlé par un système de gouvernance paritaire entre syndicats salariés et patronaux dans un conseil d'administration. Je reviendrai sur l'importance de cette notion conseil d'administration et conseil de surveillance. Comme à l'hôpital, on a transformé ces conseils. Un conseil d'administration, c'est quelque chose qui a un réel contre-pouvoir sur l'exécutif, d'accord, qui est là pour équilibrer le pouvoir de l'exécutif. Et comme à l'hôpital, on a transformé ça en conseil de surveillance, qui est là plutôt dans un rôle délibératif, à peine plus. Donc on a fait cette évolution. Des hôpitaux dont la gouvernance est passée donc d'un duo, ce que je viens de dire, exécutif, conseil d'administration, à un seul vrai décideur, le DG, avec un conseil de surveillance. Des chefs de service mettre à bord de la gestion des ressources à un poste de responsable de structure interne, une médecine de ville et un système médico-social qui n'était pas piloté par l'État, et tout ça devient piloté par l'État. Encore une fois, c'est j'objective. Quand je vous dirai quelque chose qui est ma vision personnelle, je vous le préciserai, mais tout ça est purement une... Alors, cette triple transition, en quoi elle change la donne? Elle change la donne sur l'ensemble du système de santé. C'est pour ça qu'il faut faire la réforme systémique, hein, en deux mots. Transition démographique, épidémiologique et technologique. Vous savez tous qu'entre 2010 et 2050, on a un vieillissement historique de la population française. C'est pas la seule, mais historique, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu de tel vieillissement. C'est quand la part de la population des plus de 65 ans en général augmente de façon forte. Là, vous avez les plus de 60 ans qui vont augmenter de 133%, les plus de 75 ans de 114%, avec une petite différence à noter, c'est que 2010 à 2025, vous avez les vieillissements des plus de 60 ans. Ok, ça c'est fait. C'est à peu près 28%, les plus de 60 ans aujourd'hui. C'était 20% en 2010. Et l'année 2010, c'est le bascule où les plus de 60 ans deviennent plus nombreux que les moins de 20 ans. Donc là, on a les plus de 60 ans. Pourquoi? Parce que c'est les baby boomers et la hausse de l'espérance de vie qui arrive à plus de 60 ans. Et 2025-2050 sont les plus de 75 ans, avec évidemment les conséquences que vous pouvez imaginer. Et la phrase de Sauvy, hein, grand démographe, c'est que si importantes sont les questions de population, qu'elles prennent une terrible revanche sur ceux qui les ignorent. On a ignoré l'importance, non pas qu'on a ignoré le vieillissement, mais on en a ignoré l'importance, la profondeur des enjeux. On le prend en plein dans la figure pour la santé, les plus grandes conséquences arrivent là maintenant, notamment sur la dépendance, mais aussi sur la santé avec l'explosion des pathologies chroniques. Donc ça veut dire quoi? Ça change quoi? Ben, ça veut dire qu'il faut être obsédé par une chose, c'est de maximiser l'espérance de vie en bonne santé. Ça veut dire qu'il faut être obsédé par une chose, c'est la baisse de la morbidité. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est pas qu'avec de la chirurgie. Il faut faire ça avec une action en amont, c'est-à-dire avec une action sur tous les déterminants de santé, une gestion du risque. Hein. Un système de santé, c'est un système de gestion de risque, où on est autant obsédé par l'amont que par l'aval du risque. National défavorisé. Donc, il faut bien l'accompagner d'une politique si c'est compliqué. Sinon, il y a tout le gradient social qui s'exprime. On est un des pays avec un des niveaux d'inégalité sociale les plus forts en Europe. C'est pas pour rien. Il faut deux jambes, d'accord, bien portants et malades. Adapter la stratégie de gestion de risque. Deuxième, l'épidémiologie. C'est la chronicisation du risque. Il y avait 3 millions de personnes avec des pathologies chroniques en 1980. Il y en a 13 millions aujourd'hui, plus 400 000 nouveaux entrants dans le système. Chaque année. C'est deuxième conséquence d'un vrai progrès humain. On vit plus vieux, premier progrès, mais encore faut-il vieillir en bonne santé. Deuxième progrès humain, c'est qu'on meurt plus aussi vite de pathologies graves, puisqu'on les garde longtemps, voire on en guérit de plus en plus. Cancer, pathologie cardiovasculaire. Sauf que, évidemment, tout ça a des conséquences systémiques qu'il faut prendre en compte. Donc, il y a deux choses à faire. Enfin, une chose stratégique, c'est adapter le pilotage du risque long, puisque vous avez compris que ce n'est plus un risque court, la santé, c'est un risque long. C'est-à-dire que c'est un risque long avant et c'est un risque long après. L'avant-après, c'est au moment où
devient malade, hein, puisque le risque, c'est la maladie. Vous ne gérez pas un risque long à partir de l'offre. C'est-à-dire en disant, t'inquiète pas de ta santé, c'est moi qui m'en occupe, médecin, et vous le gérez à partir de la demande. D'accord? Ce qui change beaucoup le modèle. Et puis, il faut optimiser la gestion des parcours de soins. Et ça, c'est du plus court terme. Mais c'est sûr qu'on a fait beaucoup de choses, par exemple, en oncologie. Et vous, vous êtes encore la cheville ouvrière dans le parcours. Donc, peut-être que la chirurgie est encore. Mais les pathologies cardiovasculaires, diabète, d'endocrinologie et tout ça, vous avez en fait des gens qui sont livrés à eux-mêmes une fois qu'ils n'ont plus le professionnel en face d'eux. Et ça, évidemment, ça marche pas. En tout cas, ça coûte cher en termes, c'est inefficient. Ça marche pas. Soyons mesurés. Technologique, voilà une partie des solutions. Vous avez des présentations ce matin, c'est qu'en effet, c'est par l'innovation qu'on va arriver à faire ça. Mais l'innovation avec un grand I ou avec un grand S, c'est-à-dire l'innovation à tous les niveaux. Il ne suffit pas d'avoir une nouvelle technologie pour que ça change la donne. Il faut qu'il y ait une innovation organisationnelle, innovation des pratiques, innovation sociale, innovation politique. Il faut tout repenser pour que cette innovation technologique, comme le numérique ou l'intelligence artificielle, s'exprime pleinement. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Solow. Vous voyez bien qu'on a encore aujourd'hui, pas dans cette prestigieuse institution, mais je vois encore des colloques sur le numérique en santé. Bon, on devrait un peu avoir intégré tout ça, mais on ne l'a pas intégré, alors que tout le monde veut l'intégrer. Ça, c'est un problème systémique. Pourquoi on n'arrive pas à intégrer? Parce que le système n'a pas été pensé pour intégrer rapidement et massivement la population. Donc l'État dans le futur système, mais ce futur système, il a trois piliers pour basculer, parce que si je vous parle du nouveau modèle sans vous le dire, il a un pilier stratégique, vous l'avez compris, de l'accès aux soins, à l'accès à la santé globale pour tous. Donc il faut une politique de santé publique, il faut basculer d'un système de soins à un système de santé publique. On a tout hein, pour le faire, hein. On a juste la réforme à faire, mais on a toutes les ressources. Donc, il y a une notion très importante qui est très économique, mais facile à comprendre, qui est la notion d'investissement. Il faut passer d'une logique de soins, de dépenses de soins, à une logique d'investissement dans le capital humain en santé. Le capital humain, c'est deux choses principales. C'est des compétences. Ça, on l'a fait en 2018, on a mis 15 milliards d'euros dans un plan d'investissement compétences. On a dit, il faut renforcer la capacité des gens à rester employables. D'accord? Pas pour rien, le chômage a baissé de 2 points malgré une faible croissance économique. Eh bien, il faut faire la même chose en santé. Il faut renforcer le capital humain en santé, parce qu'il ne suffit pas de dire aux gens, il faut rester bien portant pour que ça se passe. D'accord? Donc, il faut faire de la santé un investissement pour le futur. Et ça, il y a plein de bénéfices. Évidemment, une meilleure santé de la population, donc avec tout l'impact économique et social dessus, moins d'inégalités sociales et du soft power. Deuxième pilier économique et social, ce sont des triptyques, hein, vous voyez. C'est qu'il faut piloter les ressources à partir des besoins et plus à partir de l'offre, comme je vous l'ai dit. Donc, il faut une stratégie nationale et une gestion territoriale. Il faut les deux. Souvent, j'entends, vous dites qu'il faut délocaliser, il faut descendre. Non, non, il faut une stratégie nationale forte, mais qui soit pilotée à l'échelle territoriale, puisque je veux répondre à des besoins. Je ne veux pas partir de l'offre. Ce qui permet une optimisation de la gestion, une amélioration continue des performances, parce que là, vous partez de quelque chose de concret, qui est l'évolution des besoins, l'évolution des états de santé de la population. Quand vous évaluez à partir de l'offre, d'abord, on est plutôt tous assez contents de ce qu'on fait, donc l'État est très content de ce qu'il fait, et globalement, comme on a un haut niveau de qualité de l'offre, bah, on dit c'est plutôt pas mal, il y a des choses à améliorer. Bon. Et d'ailleurs, on est encore obsédé par l'organisation de l'offre. Alors qu'en fait, il faut évidemment suivre ça par l'évolution de l'état de santé de la population, qui est quand même l'objectif final. Troisième et dernier objectif vraiment stratégique dans le changement, hein, il est politique. Je vous l'ai dit tout à l'heure. On va voir, il faut un État qui soit fort, mais il faut un État qui délègue aux acteurs. Les acteurs, c'est ce qu'on appelle la démocratie sociale et sanitaire. Vous pouvez appeler ça démocratie participative. Mais on n'a pas d'autre choix que de donner du pouvoir à ceux qui ont les compétences, c'est-à-dire les compétences médicales, les compétences des territoires. Bon. Donc il faut réinventer ce qu'on avait fait en 1945, qui était quand même très avant-gardiste, si on se reprojette, si on se remet dans le contexte, c'était de dire l'État ne doit pas tout faire, il doit déléguer. Et bien, curieusement, alors il est très important de déléguer, pour toutes les raisons que je vous ai dit, on a dit, en fait, l'État, il faut qu'il reprenne tout le pouvoir, il faut qu'on démonétise ceux qui sont sur le terrain. Donc, et pour ça, j'ai un mot qui est pas important, c'est de la citoyenneté sociale en santé. C'est-à-dire qu'à force d'avoir dit la santé n'est pas votre affaire, il y a un travail qui est politique, qui dit en fait la santé, c'est ton affaire à tous, c'est notre affaire à tous.
Il faut leur donner du pouvoir. Il ne faut pas leur dire, en fait, tu demandes à l'ARS si tu veux faire quelque chose. Non, il faut dire, je te donne le pouvoir parce que je considère que tu dois être responsabilisé. Donc, donner du sens, souvent j'entends, on a une perte de sens. Ben oui, il y a une perte de sens, parce que quand on est bac plus 12 et qu'on a le sentiment de pouvoir quasiment rien organiser, la perte de sens est assez évidente. Excellence par l'innovation appliquée les usagers. Donc l'État, et en deux mots, pour un État stratège dans un modèle de santé publique, il faut, donc une fois qu'on a fait cette évaluation des besoins de santé publique, je la mets dans une, non pas dans un PLFSS qui est une loi purement comptable, même si on verra pour le suivi du budget, pourquoi pas, mais dans un outil qu'on connaît très bien en France, puisqu'on l'utilise pour d'autres thèmes qui nécessitent une vision de long terme, qui est la loi d'orientation et de programmation sanitaire. Alors ça, tout le monde le reprend et tout, mais il faut que ça soit inscrit dans l'ensemble de la réforme. Hein. Ce n'est pas juste un dispositif qui va tout changer par lui-même. C'est un dispositif parmi d'autres. Donc, on y met des objectifs prioritaires de santé publique. Il faut savoir, ça c'est une notion économique, mais facile aussi, c'est que si vous voulez être performant sur un plan économique, il faut que vous preniez là où vous avez le plus de retard et là où un euro va générer le plus de rendement. D'accord. C'est comme ça qu'on bâtit le projet de santé publique. Là où on est déjà top 3 dans le monde et où on sait qu'on peut gagner très marginalement du bénéfice, c'est pas là où on va en faire l'objectif prioritaire. Mais malheureusement, il y a des choses, le tabac par exemple, mais c'est pas le seul, où il faut un top 5 des priorités, une stratégie nationale de santé publique, un budget prévisionnel de dépenses et d'investissement pour l'ensemble des secteurs de la santé. Donner une vision, ce sont des lois qui se votent tous les 5 ans. On a mis 5 ans parce que c'est un quinquennat. Et donc, en début de quinquennat, vous avez une loi, ce qui va forcer tous nos politiques à parler santé, parce que si vous êtes élu, ben, vous devez voter une loi d'orientation et de programmation sanitaire. Donc, ça vous oblige un peu. Il y a un vote au Parlement en début de quinquennat et de cette loi et un vote budgétaire annuel. C'est constitutionnellement obligatoire pour le suivi de cette loi qui peut être intégrée dans le projet de loi de financement de sécurité sociale si on le souhaite ou non. Mais pour que l'État soit capable de faire ça, il faut le réformer. C'est pas avec, on l'a vu avec le Covid, hein, on n'a que des experts formidables en santé publique, mais où sont-ils quand on a une crise? D'accord. Il a fallu créer ex nihilo un comité, alors qu'on a un haut conseil de santé publique. Donc on a bien un problème d'agencement de la gouvernance. Il faut simplifier cette gouvernance autour de deux pôles. Un pôle qui soit un pôle de santé publique. Et pour ça, on peut regarder un peu côté anglo-saxon, parce que, comme vous le savez, nous avons été historiquement les meilleurs dans le soin individuel, mais le soin collectif, la santé publique, vient de ces pays anglo-saxons qui, eux, ont commencé par cette entrée santé publique populationnelle, où nous, on a commencé par le soin individuel. Donc, c'est là-bas où vous avez les meilleurs. Donc, un CDC, Center for Disease Control and Prevention à la française, dont la fusion entre Santé publique France, HCSP, enfin bon, on rend ça plus. Et puis le deuxième pôle, c'est un pôle d'évaluation des produits et services de santé du type NICE en France, qui est National Institute for Healthcare and Excellence, qui fusionnerait l'HS, la NSM. Encore une fois, pas très compliqué, on a tout, c'est juste une réorganisation, mais quand même avec une simplification majeure de la chose. Renforcement du rôle politique de la santé. La santé, c'est un élément qui n'est pas simple, un peu le dernier roue de la carrosse sur le plan politique. Il suffit de voir les nominations et comment ça se passe. Évidemment, il faut en faire quelque chose de beaucoup plus fondamental. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où c'est quelque chose qui va garantir la souveraineté sanitaire d'un pays, qui va garantir l'état de santé et donc le potentiel de croissance économique, ça, si on prend la santé globale et plus simplement le soin, ça devient un sujet politique. Donc il faut le réorganiser un État intégré dans les préfectures, en région, en département. Je pense que l'expérience ARS a montré ses limites, mais évidemment, il faut des services de l'État sur le plan local, mais on a tout ce qu'il faut avec des préfectures régionales, préfectures départementales, des sous-préfectures, mettons une direction de santé publique dedans, faire de la France une des locomotives de la construction de l'Europe de la santé publique. Et il y a évidemment un échelon européen sur lequel la France doit jouer. Un État qui délègue à une démocratie sanitaire et sociale refondée, donc il y a une réorganisation à faire, qui passe par la réorganisation en fait de la sécurité sociale, qui est le poumon de cette démocratie sociale et sanitaire. Elle doit être ailleurs dans les territoires, on va y venir après, mais la sécurité sociale, on pense que c'est un payeur solidaire, mais c'est un payeur solidaire, et c'est le poumon démocratique du système, puisque c'est comme ça que la sécurité sociale a été pensée. Et cette étatisation de la sécurité sociale tue une bonne partie de la raison d'être de la sécurité sociale. On le voit bien d'ailleurs. Est-ce que depuis qu'on a étatisé, on a une maîtrise des dépenses si importante que ça? Non. Bon, est-ce que les conventions signées entre l'assurance maladie et la profession de santé sont de meilleures qualité? Évidemment que non. Donc tout ça se dégrade parce qu'on n'a pas été au bout de l'étatisation, puisque soit on va au bout de l'étatisation et on a un modèle
l'anglaise, soit on réinvente un modèle à la française. Et oui, ça demande un peu plus d'imagination, mais il faut confier le pouvoir aux acteurs. Et on a tous les outils, hein. Juste un exemple, vous savez qu'il existe une conférence nationale santé-autonomie, faite de 8 collèges qui regroupent toutes les parties prenantes. Qui la connaît ici? Personne. Et formidable, hein, vraiment bien faite. Mais elle n'a pas, on a créé un outil sans lui donner de fonction. Donnons-lui une fonction. Par exemple, mettons-la dans le conseil d'administration. Remettons à jour le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie. On a même des conférences régionales. Mettons les conférences régionales dans les conseils d'administration régionale de l'assurance maladie. Idem pour les CEPAM. Sans CEPAM, c'est d'une richesse extraordinaire, très sous-utilisée. Mais comme on considère qu'il n'y a qu'un seul chef, vous voyez que c'est... Bon. Comme à l'hôpital, un peu. Vous voyez, la démonétisation de ceux qui ont le savoir, évidemment, appauvrit le système. En conclusion, notre système de santé a été pensé selon une organisation assise sur un État stratège et une délégation de services publics à des structures décentralisées et proches des besoins des usagers. Je ne l'ai pas dit, mais l'innovation comme la gestion optimale des ressources se fait que quand les ressources sont gérées proches des besoins. Ce qui était le cas quand c'était le chef de service qui gérait, si je reprends l'exemple de l'hôpital, ou quand le médecin libéral avait un réel pouvoir d'organisation. C'est pas un truc pour le passé, c'est pas de la nostalgie, hein, c'est que c'est une réalité économique. Il ne faut pas revenir en arrière. Il faut revenir aux fondamentaux avec une adaptation à l'ère d'aujourd'hui. Les réformes depuis 30 ans ont eu comme objectif d'étatiser la gouvernance, de centraliser le pouvoir de décision et de minimiser la capacité de décision des structures décentralisées. C'est un fait et ça a été une volonté politique. Malgré l'exigence de la loi, aucune évaluation de cette étatisation n'est réalisée, ce qui permet au pouvoir public de laisser penser à tort que le cœur du problème n'est pas le rôle de l'État, mais celui des acteurs non étatiques. La réforme systémique est imposée par la triple transition qui se déploie à vitesse exponentielle et accroît le déclin de notre système pensé avant elle. Elle implique de repenser le rôle de l'État dans le futur modèle, dans l'esprit originel d'un État stratège qui délègue aux acteurs proches des territoires. Je vous remercie. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, bon, déjà, il y a effectivement un certain nombre de questions. On va peut-être répondre à un certain nombre de questions, puis on passera ensuite à la deuxième partie qui est l'aspect territorial. Il y a une question. Voilà. Tenez, tu as un micro là, oui. Bonjour, oui, c'est très brillant. Juste une question. Vous citez souvent le système anglais, qui effectivement a une sorte de mantra pour les économistes, enfin, qui trouvent que c'est très très bien fait. Que pensez-vous, enfin, si vous étiez patient en Angleterre, croyez-vous que vous préfériez être anglais ou français? Vous voyez, quelquefois, les perceptions dans les propos. Bon, moi, j'ai passé 12 ans aux États-Unis et 3 ans en Angleterre. Donc, je trouve que ce que vous dites là, je les ai vécus, ces systèmes-là. Les Américains adorent leur système de santé, qui a vraiment des vrais problèmes, qui a du mal à faire système, pour en parler. Les Anglais sont fous de leur système de santé. Et les Français adorent leur système de santé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je peux vous dire, oui, vous avez raison, le système de santé anglais, il est bien moins performant que l'autre, regardez. Mais c'est pas tellement, je pense comme ça qu'il faut le regarder. D'abord, en matière de santé publique et en matière de recherche, les Anglais font des choses remarquables. Ils font des choses aussi remarquables sur le soin, mais c'est plus difficile pour eux à le rendre accessible à tous du fait de leur modèle. Pourquoi? Parce que leur modèle, il n'a pas été pensé pour être universel. Il a été pensé pour être utilitariste, c'est-à-dire selon la tradition anglaise où je privilégie l'utilité à des valeurs d'universalité. Donc il faut que ça fasse le job, il faut que j'ai une population qui puisse avoir un accès aux soins. Je ne demande pas à ce que toute la population ait accès à la même qualité des soins. Je demande à ce que personne soit sur le bord de la route et que tout le monde soit soigné, selon la philosophie anglaise. Et donc pour ça, je fais un système gratuit. Hein, c'est le modèle anglais et le modèle no bill, où vous y allez gratuitement dans les structures publiques, qui est entièrement publique. Et donc qui est en effet beaucoup plus simple. Alors, ce n'est pas mon cas, puisque je ne peux pas avoir tous les défauts d'être accusé d'être à la fois trop libéral
Moi, je suis un social-libéral, hein, donc pas rentrer dans la chose, mais pour savoir d'où on parle, moi, je suis un libéral qui est attaché à ce que celui qui n'a rien ait autant de liberté que moi. Celui qui possède rien, qui est sans possession. C'est ça l'obsession de la chose. Bon, donc évidemment, moi, je ne suis pas pour un système comme ça monolithique qui va différencier le sort des individus en fonction de leur catégorie socio-professionnelle. Mais c'est la mentalité anglaise. Donc les Anglais, ils sont... Donc, quand vous n'êtes pas satisfait du modèle anglais, vous allez dans le système privé qui est opéré par des acteurs privés et financé par le secteur privé. Mais les Anglais adorent ça, donc ne croyez surtout pas. Mais je ne veux pas me faire critique du modèle sans expliquer la raison d'être. Ce modèle-là est inapplicable en France. Et au cours des débats de l'Institut Santé, donc notamment avec les gens beaucoup plus à gauche que bien d'entre nous, et disent, non, mais moi, tant que tu me parleras de présence du secteur privé dans le système, ça ne m'intéresse pas. Mais je lui dis, sauf Coco, ça, je comprends, je peux entendre de là où tu parles, mais est-ce que tu es pour un système universel? Est-ce que tu veux que on soit tous dans le même système de santé, ou est-ce que tu veux que ceux qui ont plus que les autres aient un accès à des meilleurs services? Eh bien, si tu veux cette situation-là, tu es bien obligé, malgré tes choix idéologiques, d'intégrer tous les acteurs dans le système. Et le succès du système ne se fera que si tu arrives à intégrer un maximum d'acteurs privés qui peuvent être tentés, parce qu'ils gagneraient peut-être plus d'argent, par exemple, d'être à l'extérieur du système, payés par des assureurs privés. Vous voyez, c'est comme ça que vous arrivez à faire. Donc nous, on est condamnés, de par notre système universaliste, de par la recherche d'égalité des chances, je parle de système républicain, à avoir une mixité des acteurs. D'accord? Et c'est ça qui fait la vote. Donc, évidemment, quand les gens quittent près de l'Institut de santé pour entendre des gens de la CGT de ça, tout de suite, ils reviennent à leur mauvais démon. Mais sur un plan politique, il n'y a pas de doute que le modèle français, il est forcément hybride. Il est hybride, composé d'une jambe publique et d'une jambe privée. Et si on sépare les deux, malheur à la branche publique. La branche privée trouvera toujours suffisamment de fonds pour perdurer et prospérer, mais la branche publique sera toujours considérée comme trop coûteuse. Et pour finir, une chose importante, c'est ce qu'on voit bien en Angleterre, en fonction notamment des majorités politiques ou en fonction des capacités économiques. Quand vous êtes dans une crise économique, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous resserrez le budget, c'est très facile, de la santé. Et donc, vous voyez tout d'un coup le système se dégrader. On l'a vu avec des gens qui vont se faire opérer ailleurs. Et comme le système de contrôle, c'est la file d'attente, hein, c'est comme ça qu'on contrôle les dépenses, ben vous passez de 3 millions à 6 millions de gens qui attendent de se faire opérer et vous faites des économies. Mais enfin, vous voyez que pour nous, ça nous semble inconcevable. Mais allez en Angleterre et vous verrez que l'anglais moyen, il adore son système. Je peux dire quelque chose? Non, Oui, bravo pour cette présentation limpide comme d'habitude. Alors, je vous fais un petit challenge. Ce matin, j'ai lu le quotidien du médecin qui nous dit Sécu, déficit attendu de 21,9 milliards en 2025, rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale. Sachant, face à ce déficit majeur que nous avons eu, par exemple, 7 ministres de la Santé au cours des 2 mandatures que nous venons de vivre, comment traquer par cette dette dans laquelle nos ministres et autres administrations rabotent dans les petits coins, etc. Comment vous imaginez qu'on va pouvoir se mettre tranquillement à réfléchir? On n'est pas comme au moment de la Révolution française pour la constitution du Code civil, où on avait mis 3 gars dans une pièce en leur disant « vous ressortirez que quand le Code civil sera prêt ». Mais comment vous voyez ça? Comment vous imaginez qu'on puisse rattraper avec 21 milliards de déficit à la fin de l'année? Bon, j'espère vous démontrer que la bascule vers un système qui a un très fort potentiel et qui peut redevenir un système de référence dans le monde est possible assez rapidement et sans effort monstrueux, parce qu'encore une fois, on a toutes les ressources. Pour résoudre, qui n'est pas si compliqué que ça à résoudre, sur 5 ans, vous pouvez résoudre le déficit de sécurité sociale, je ne vais pas vous rentrer dans le détail là, mais il faut en comprendre les causes. Il faut déjà
l'instabilité politique dont vous parlez n'est que la conséquence de quelque chose qui, en fait, évidemment, si vous n'avez pas une idée très précise de ce que vous devez faire à court, moyen terme, lorsque vous vous asseyez sur le bureau du ministre avenue de Ségur, ben, vous êtes tout le temps chancelant. Ce qui est un petit peu le cas de l'ensemble des ministres, parce que vous êtes à éteindre les incendies partout, et même s'ils sont en général et toujours pleins de bonne volonté, des gens souvent tout à fait intelligents et avec un esprit du sens public, ils sont totalement impuissants. Donc, faut comprendre. Les 16 milliards, parce que les 21, c'est l'ensemble de la Sécu, les 16 milliards, c'est 80% du déficit de la Sécu et donc de la dette, qui est l'accumulation des déficits, provient de l'assurance maladie. C'est pour ça que c'est la branche malade de la sécurité sociale. Hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, c'est l'urgence de la réforme, si on veut par là. Ne vient que de la désorganisation du système. J'en ai dit quelques mots. 2 tiers des dépenses, c'était moins de 60% il y a 10 ans, c'était 30% en 1980. 2 tiers des dépenses sont concentrées sur les 13 millions de patients avec une ou plusieurs affections chroniques, ce qui est tout à fait normal puisque le volume augmente et la valeur augmente de façon très conséquente. Donc, tant que vous n'aurez pas une politique de maintien en bonne santé efficace, ben vous verrez ce flux-là qui est déjà, c'est pas trop tard, mais il faut se dépêcher parce que on va très vite arriver à 80%. Et les conséquences, c'est que les 80% de la population restante ont à se partager un tiers de la dépense publique aujourd'hui et plus que 20% demain. C'est pas... Là, on est en plein dans l'accélération des choses. Donc, il y a 2 choses à faire. C'est à présenter un plan de réforme globale qui prend à peu près 18 mois et en même temps, ou à côté, ou en plus, présenter un plan de conjoncturel. Le premier, il est structurel, conjoncturel, de gestion de ces 3 ans à venir pour essayer d'avoir une maîtrise. Je vous prends un exemple. Je vous présente le plan structurel, mais comme plan conjoncturel pour améliorer le parcours des patients chroniques. Il y a la notion de contrat thérapeutique. L'idée, c'est comment est-ce que je peux, sans baisser la qualité, sans baisser les ressources, disponibles pour les malades et pour les soignants, sans baisser le niveau de solidarité du système, comment est-ce que je peux faire des économies? Ben, c'est par ce qu'on appelle des gains de productivité ou d'efficience. Il faut que sur un an, puisqu'on est sur des parcours de 1 an, il faut que j'optimise l'utilisation des ressources. Mais comment on fait alors que vous avez des acteurs répartis à gauche ou à droite? Il y a la notion de contrat thérapeutique. Faites signer un contrat thérapeutique, et c'est issu des travaux, notamment sur les plans cancer, où vous avez le plan personnalisé de soins, qui comprend l'ensemble des choses, où vous avez la consultation qui est multidisciplinaire, qui est une chose où pendant 1 fois ou 2 fois dans l'année, vous faites un point. Donc vous mettez tout ça dans un contrat qui implique beaucoup plus fortement les individus, qui permet d'avoir une information très claire et des responsabilités très claires, et surtout une évaluation annuelle très claire. Chaque 1 point de gain de productivité ou d'efficience, c'est 1,2 milliard d'économies. C'est-à-dire que vous faites un peu mieux les choses. Comme on les fait de façon non structurée aujourd'hui, je peux vous dire qu'on peut gagner 4 ou 5 points d'efficience sur les pathologies chroniques, sans encore une fois dénaturer la qualité, avec une optimisation des parcours. Mais vous voyez, la façon d'aborder le problème, c'est que se dit le Parlement? Il dit non, mais c'est pas possible parce que j'ai l'hôpital public d'un côté, j'ai les libéraux de l'autre, de toute façon, j'ai même pas les modes de paiement, mais c'est pas le sujet, il faut regarder à partir de la demande, notamment. Vous voyez, enfin, je veux dire, il y a donc, faut inverser la logique. Si vous regardez dans un pays qui a une offre hybride pour la raison que je vous ai expliquée, mais c'est une richesse, l'offre hybride, d'avoir un secteur privé lucratif, un secteur privé non lucratif, un secteur public, tout ça est d'une richesse incroyable qu'on a. Donc, d'avoir des gens qui sont purs libéraux, des gens qui sont libéraux salariés, des gens qui sont salariés du privé. Et tout ça, c'est surtout pas le problème, ça. C'est une richesse. Mais on en fait le problème. On dit, mais donc on fait PPL par proposition de loi par proposition de loi. On se dit, ah là, je les ai mieux contrôlés parce que j'ai interdit qu'ils puissent se mettre là où je veux pas qu'ils se mettent. Enfin, mais tout ça est un signe d'impuissance. Donc, c'est qu'on aborde mal le sujet. Mais la critique est facile, l'art est difficile. C'est pour ça que j'ai créé l'Institut de santé, c'est pour ça qu'on est là. Oui, Michel Bontemps, merci beaucoup Frédéric pour cette présentation synthétique et brillante comme à l'habitude.
Je me posais la question si finalement la question n'était pas originelle avec, au moment de la création de la sécurité sociale avec les ordonnances de 45, où finalement on n'a pas fait un choix, on a fait un choix hybride en créant effectivement la sécurité sociale, c'est-à-dire on n'a pas choisi entre les deux modèles qui existaient et qui existent toujours, qui est effectivement le système allemand dit bismarckien, où ce sont les assurances sociales, c'est-à-dire un collège représentatif avec les employeurs et les salariés qui à la fois payent et pilotent le système, et puis à l'opposé, effectivement, le système anglais, le système beveridgien, avec effectivement, c'est l'État qui paye et qui décide. On a créé la sécurité sociale qui en fait paye, qui est souvent dit un payeur aveugle, mais qui n'est pas le décideur, qui reste effectivement le ministère de la Santé. Donc on a quand même créé un système hybride entre ces deux systèmes préexistants, et puis finalement à partir de 96 et les ordonnances Juppé, l'État a repris la main. Et donc on est encore dans un système hybride entre l'hybride de la genèse du départ et la situation actuelle. Donc, en fait, on est toujours dans un non-choix où on a toujours effectivement un nombre d'instances qui existent, hein. La Caisse nationale d'assurance maladie a effectivement aussi un conseil d'administration qui n'est pas décideur en tant que tel, alors qu'avant il était quand même décideur, etc. Donc, on est quand même dans un système aujourd'hui qui est finalement est basé certes sur deux jambes, mais qui n'avance peut-être pas forcément à la même vitesse. Non, ton point est très juste. Plusieurs choses par rapport à ça. D'abord, on a fait le choix de la complexité, pas par une volonté de faire le choix de la complexité, mais d'abord par une histoire. Quand on connaît l'histoire avant la sécurité sociale, elle a été faite des grandes lois sociales dans les années 1929-1930. Donc en fait, toutes les assurances existaient, mais il y avait les mutuelles qui étaient encore très très présentes, donc qui prenaient une part importante de la population. Puis il y avait la charte libérale de 1928 qui était là et qu'on ne pouvait pas évoquer. Et puis, il fallait absolument créer un hôpital public qui porte l'excellence et qui permette d'avoir vraiment un accès à toute la population aux meilleurs soins. Donc, il y a ça hein, qu'il faut... Parce que, bon, deuxième chose, c'est le choix républicain qui pose problème, enfin qui pose problème, qui complexifie, parce que moi je pense que c'est évidemment le bon choix. Parce que quand on veut allier, et on est le seul pays au monde à se préoccuper de la liberté des acteurs dans le système de santé. Hein, si tu vas en Angleterre, comme tu sais, tu es dans la main du NHS, et en fonction de ton lieu géographique, on te dit, bah, tu vas avoir ce GP là, et le GP va te dire le reste de ton parcours. Non, on ne demande pas ton avis. Si tu es aux États-Unis, tu souscris, en tout cas pour les personnes actives, à une assurance privée et tu dois envoyer le devis à l'assurance privée pour savoir si tu as le droit de te faire soigner ici ou pas. Donc, il n'y a aucune liberté dans les pays très libéraux. Donc, nous, on a voulu allier la liberté, l'égalité et la solidarité. Forcément, ça rend le système plus complexe. Sur le point spécifique de la sécurité sociale, je pense que la vision originale était la bonne. Enfin, je le pense, parce que c'est ce qui a permis d'apporter toutes ces ressources au système grâce aux 30 Glorieuses, mais qu'il a fallu un peu tempérer une fois que les 30 Glorieuses étaient finies et y apporter notamment un peu d'impôts et de financement à l'impôt. Tout ça, ça doit être équilibré. Mais c'est quand même ce qui a permis au système d'être vraiment universel. Et c'est ce qui permet au système, j'insiste là-dessus, d'être le poumon de cette démocratie sociale et sanitaire. C'est l'État, par définition, surtout en France, est un État centralisateur où le décideur est le plus loin possible de celui qui subit la décision du décideur. Mais ça ne peut pas marcher dans la gestion opérationnelle du système. Ça peut marcher dans la défense, dans la truc, ou dans la définition stratégique de la santé. Mais dans le quotidien de l'opérationnel, il faut évidemment quelqu'un. On a une difficulté en France, contrairement à l'Italie, contrairement à l'Allemagne, contrairement à l'Espagne, c'est qu'aujourd'hui, où il faut gérer de façon territorialisée, mais pas un peu, c'est vraiment qu'il y a un pilotage territorialisé, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, on va en dire un mot là. Ben nous, on a une organisation politique centralisée. Donc on s'est dit, on va déconcentrer, on va mettre des ARS dans les régions. Mais enfin, je l'ai dit, ça recentralise plutôt. Donc il faut qu'on arrive à décentraliser tout en respectant... Pas révolutionnaire, on peut se dire on fait la révolution et on décentralise, on dit que les départements ou les régions ont une compétence, mais si on est réaliste, on reste dans le modèle d'organisation politique historique.
Et donc, il faut qu'on arrive à décentraliser vraiment la politique de santé sans avoir les organes de décentralisation naturels. Et donc, il faut faire de l'innovation politique par rapport à ça. On va en dire deux mots. Ça, c'est pas simple, mais c'est une absolue nécessité. On va voir avec la territorialisation. Voilà, donc moi pas moi je pense, et je pense que les Français sont attachés à ce système de santé parce qu'il est justement d'inspiration républicaine et que, évidemment, c'est un idéal. On dit, ah, mais non, mais il y a deux vitesses. Ben, non, mais d'accord, est-ce que la République est autre chose qu'un idéal? Il y a est-ce qu'il n'y a pas d'inégalité dans ce pays? Bien sûr, bon, mais quand même, l'objectif politique d'un républicain, c'est quand même notre triptyque. Albert Claude. Oui, je suis interpellé par l'idée de faire remonter finalement dans l'inclusion de la décision, comment l'échelon d'expertise qu'on suppose auprès des collègues, comment peuvent intégrer les concepts de la LOPS, c'est-à-dire d'être eux-mêmes convaincus qu'il y a forcément une orientation, une programmation nécessaire dans l'organisation de la dépense, l'organisation du système, de l'écosystème. Donc, préoccupation de l'inclusion de la base. Et l'État au-dessus est assez sourd à ce que dit la base, en général. On a beaucoup de mal à se faire entendre. Alors, même si on a de bonnes idées, elles ne passent pas à la rampe. Non, merci de poser la question parce que c'est par les questions qu'on arrive à lever les ambiguïtés. Quand on parle de le contenu de la loi d'orientation et de programmation sanitaire, le contenu de stratégie nationale de santé publique, c'est de ne pas savoir comment on opère les malades. C'est de ne pas savoir comment doit être l'évolution des pratiques médicales et autres. C'est de fixer des objectifs qui vont déterminer les priorités en matière de dépenses. Ça, c'est quand même ceux qu'on élit qui sont censés faire ça avec le Parlement. Mais pour répondre à ta question, c'est évidemment l'enjeu. Et c'est tout à fait Hubert qui a eu cette idée tout à fait géniale des deux sujets, parce que ta question le montre, c'est que comment est-ce que j'arrive avec cet état dont je mets une responsabilité de stratège, en tout cas de voir loin, c'est quand même son rôle, mais il doit voir loin avec les jumelles que les experts de santé publique lui donnent. Hein. Je rappelle, c'est parce que donc d'où la réforme de l'état sanitaire dont j'ai parlé. Mais il faut absolument qu'il y ait une forme de délégation de service public, qui est une invention française, hein, où là l'État ne se mêle pas de ce qui n'est pas de son ressort, qui est l'organisation opérationnelle du système. La mise en exécution, la réalisation opérationnelle de ce plan dont il ne sait pas très bien comment on va le mettre en opérationnel, mais c'est ceux qui savent qui vont le mettre, avec un État qui est là pour évaluer après. Il est stratège, il est sûr qu'il y a respect des lois, et il évalue. Mais en dehors de ça, il doit déléguer. Mais il faut créer les instances. Il y a la sécurité sociale, mais donc on va voir avec l'organisation territoriale, et j'espère que tu auras la réponse à ta question concrète. J'ai une petite question quand même à vous poser. Qu'est-ce que vous pensez du modèle de l'Europe du Nord, enfin d'un certain nombre de pays d'Europe du Nord, qui pour nous, les gynécos, sont un peu des modèles? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de santé publique, parce que les taux de participation au dépistage sont très élevés, parce qu'il y a peu d'hôpitaux, les soins se concentrent dans des grands hôpitaux, et finalement les distances importent peu pour les patientes, et il n'y a plus de petites maternités. Donc c'est un modèle où finalement les taux de mortalité des femmes sont meilleurs. Il y a moins de mortalité infantile, il y a plus de santé publique et de prévention, et un modèle qui paraît économiquement assez sain. C'est une bonne question. Ils ont, et sans avoir fait de grandes réformes, par la Suède qui a fait de réformes importantes. Pourquoi? Parce que, encore une fois, dans les facteurs clés de succès d'un système de santé du XXIe siècle, ils détiennent l'essentiel de ces facteurs clés que vous avez cités. Faire de la santé publique, d'accord? Être décentralisé. Vous savez que ce sont les communes, ou sont appelées ici communautés de communes, qui ont la responsabilité des soins naturels. Eux, ils n'ont pas besoin de se demander qu'est-ce que... Bon, donc c'est vraiment du local. Avoir un esprit de prévention, une culture de prévention qu'ils ont beaucoup plus historiquement. Hein, les ministres se baladent en vélo dans ces pays scandinaves. Donc, ils ont... alors, ils ont d'autres problèmes, hein, parce qu'ils avaient un système qui différenciait le public et le privé. Ils ont en partie privatisé une partie du système. Donc, ils ont un problème d'efficience économique. Et ils ont un niveau de développement économique
qui est plutôt un peu supérieur au nôtre et un système de santé qui dépend de cette croissance économique qui est financée essentiellement, 85% contre 80% pour nous, par des dépenses publiques. Donc, ils ont naturellement des facteurs essentiels qui leur permettent, dans cette nécessité d'avoir une espérance de vie en bonne santé bien plus importante que nous, nous passons l'espérance de vie en France en bonne santé, elle est constante chez les femmes depuis 20 ans. En 2005, c'était 64,6 ans. Une femme vit moyenne jusqu'à 85 ans. Et à partir de 64 ans, elle commence à avoir des incapacités. C'est évidemment une moyenne, vous voyez toutes les inégalités. En 2023, qui sont les derniers chiffres de l'adresse, on était à 64,2 ans. Donc vous voyez que tout ce progrès d'espérance de vie s'est fait en mauvaise santé, 100%. D'accord? Chez les hommes, c'est seulement 70% qui s'est fait en mauvaise santé. En Suède, vous êtes à près de 85% de votre espérance de vie qui se fait en bonne santé. La démonstration est là. Et pour finir, il ne faut pas chercher à copier ce que font les autres. Moi, je ne recommande surtout pas que les communes et les machins, parce qu'on a notre organisation politique, mais il faut quand même regarder où sont les facteurs clés qui sont partagés. Tant qu'on n'aura pas une approche populationnelle de la santé, tant qu'on n'aura pas une approche sociale et économique de la santé, parce que pour être bien placé pour le savoir, moi je prends en France depuis tant d'années que ça, mais enfin, on a l'impression de servir à rien, les économistes dans ce système. Hein. C'est-à-dire que ça n'intéresse personne, ni l'assurance maladie d'ailleurs, c'est quelque chose de bien, mais le raisonnement économique n'intéresse personne. Ce qui montre aussi le problème culturel qu'on peut avoir. Vous savez que l'économie, c'est pas de faire des économies, vous savez que c'est pas de de faire de la comptabilité, c'est d'optimiser l'allocation des ressources. Bon, ça pourrait être intéressant, santé, ça n'intéresse personne. Alors, on passe à la... On passe à la... Ouais. On va continuer à poser les questions. Vous avez du succès, on n'arrive pas à arrêter les questions. Bon, là, toi, tu vas nous parler du territoire. Ouais. Et d'ailleurs, ça va beaucoup plus nous parler que le rôle de l'État, parce que c'est vrai que Les deux sont... les deux sont essentiels, mais nous, ça va plus nous parler.